Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère, on se retrouve comme d'habitude avec notre super Fear and Greed Index côté crypto qui est de retour aujourd'hui dans le neutral. Bon, rien d'étonnant, on voit bien que la sphère crypto est vraiment divisée en deux, entre c'est reparti pour le bull run et c'est niet, on va repasser en dessous des 15K. On verra bien qui aura raison dans quelques mois. Du côté des marchés US, eux gardent par contre leur euphorie, on est toujours dans la zone de grid à 70. On verra demain avec le FOMC si l'ambiance reste toujours aussi joyeuse. Allez, ce soir je vous retiens pas plus, je suis déjà à la bourre, vous pouvez vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo, c'était Zap Crypto. On avance, 44 000 nouveaux millionnaires suite à la hausse du marché. Voilà qui est extraordinaire, parce qu'effectivement, celui qui a 1000 BTC aujourd'hui, qui a 1000 Bitcoin aujourd'hui, dès qu'il y a une hausse du truc, le mec il reprend le double. Ça c'est grandiose, hein. Mais tout mon langage tout à l'heure, c'était déjà pour arriver à avoir les 1000 et pour avoir n'importe quoi, réussir à avancer dans le système, il faut pouvoir le comprendre quand même. Donc il faut apprendre. Surtout si vous allez trader, mes amis, hein. On a notamment des limites au niveau des retraits qui ont été réalisés. Par exemple, si vous allez retirer de l'argent, vous n'allez pas pouvoir retirer plus de $1100 par semaine. Avant, c'était beaucoup moins. En décembre, en fait, c'était beaucoup moins. Ils ont augmenté la limite en décembre. Donc, vous imaginez $1000 par semaine. Si vous aviez beaucoup d'argent, vous avez retrouvé avec de l'argent bloqué, en fait. Donc, vous pouvez pas vraiment utiliser ou plutôt être propriétaire et retirer cet argent et en faire ce que vous voulez. Vous dépendez des banques pour les envoyer à tel ou tel endroit. C'est un peu la chose qui fait peur à tout le monde avec je pense que tous ceux qui ont des crypto-monnaies s'inquiètent de ça. C'est-à-dire que avoir des crypto-monnaies, c'est aussi une assurance sur le fait que personne ne peut saisir vos crypto-monnaies. Alors qu'avec votre argent, on sait jamais, en cas de guerre, en cas de je ne sais pas ce qui peut arriver, les banques peuvent du jour au lendemain décider de bloquer ou de restreindre l'usage que vous pouvez faire de vos de votre argent plutôt. Alors qu'avec les crypto-monnaies, si vous conservez vous-même les clés, ce n'est pas le cas. Et regardez, au Nigeria, c'est en fait le pays numéro 1 qui tape le plus sur Google le mot-clé buy Bitcoin, acheter du Bitcoin, loin devant les autres pays. Regardez, c'est le pays en bleu, ils sont loin devant Nigeria, Ghana, Cameroun, etc. Loin devant les États-Unis, etc. C'est plus en termes de pourcentage, je pense par population, en termes de volumétrie, c'est-à-dire volumétrie ajustée à la taille du pays. Donc bon, c'est quand même incroyable cet engouement autour du Bitcoin. Il y a aussi l'inflation au Nigeria qui est élevée, on parle d'une vingtaine de %. Donc c'est non négligeable et les gens commencent à s'intéresser à ça, au Bitcoin. Et je pense moi que ça va passer par ça. Je pense que les pays, des pays en voie de développement vont adopter le Bitcoin, la population va l'adopter et c'est comme ça qu'on va arriver vraiment à une monnaie qui pourrait être potentiellement le Bitcoin ou au moins de facto ça sera une monnaie qui sera fortement utilisée. En parlant de rebondissement, on va parler de l'affaire l'affaire FTX. XRP, voyons. Ripple qui nous annonce quelque chose un peu bizarre. Les amis, cet article est incompréhensible. Je suis désolé. Il fait mal à la tête. Sérieusement. Heureusement qu'on est trois. Parce trois que cerveaux, seul, on l'a lu 3 fois. De ce que j'ai compris, il y a des témoins dans le camp de la SEC qui veulent rester anonymes. Donc chez la SEC, il y a des témoins qui vont témoigner, qui ont déposé un témoignage dans cette affaire et qui veulent rester anonymes pour justement ne pas avoir de problème sûrement dans leur travail. Ripple demande à ce que les noms soient révélés. C'est le salarié de la SSI qui est témoin, qui témoigne et qui demande une protection. Parce que Ripple, grosse communauté, parce que son nom sera sur la page publique et que ça risque d'être. Et il a peur que la SEC découvre qui dans ses effectifs en train de témoigner et en train de balancer et qu'il se fasse lourder de son travail. Exactement. Ah, tu voudrais dire que le témoin, il serait à charge contre la SEC, tu veux dire? Ouais, voilà, t'as tout compris. Ouais, ça pourrait. Ouais. Ça pourrait. Ouais. Tu vois? Donc j'ai compris ça. Rebondissement. Ouais. Ça sent bon pour Ripple, quoi. On va voir, parce que si maintenant il y a des gens au sein de la SEC qui sont en train de se retourner contre la SEC, qui sont en train de témoigner contre la SEC, ça sent plutôt bon, ça irait dans le sens de Ripple, et c'est normal que la SEC essaie de trouver du tout l'identité des rats dans son organisme. Ouais, qui les aurait plongés, quoi. Voilà, et que Ripple dit non, attendez, il faut protéger ces gens-là, et justement révéler leur identité pourrait faire sauter l'affaire, parce que t'imagines bien que la SEC pourrait mettre des pressions assez énormes
sur ses employés pour qu'ils ne témoignent pas. C'est une news assez mal exprimée par Coin Tribune, mais c'est une news qui est très importante parce que on voit que la SEC flippe un petit peu, j'ai envie de te dire, et ça c'est bon signe pour XRP. Ouais, mais ça fait chier parce que ça sent bon pour Ripple, mais on sait toujours pas quand, quoi. Donc ça devient fatigant. Ça devait être en tout cas courant janvier. Moi, j'ai rien vu. Si, l'affaire a reprise, maintenant c'est en délibération, ils sont en train juste de réfléchir, ils vont réfléchir pendant encore 2 ans, 3 mois et 6 semaines, et au bout de 2 ans, 3 mois et 6 semaines, ils vont prendre une pause café qui va durer 6 mois, 2 jours et 30 secondes, et ensuite il manquera du sucre. Voilà pour le procès Ripple. Donc vous avez Terra Money qui suit Poloniex, vous avez Consensus, le tout en 3 heures de temps, hein. Consensus qui suit Poloniex, BitTorrent qui suit Poloniex, Nuri Banking qui suit Poloniex, Decentraland, alors non c'est pas Poloniex là pour le coup, Solana qui se met à suivre Poloniex, un des cofondateurs d'Ethereum qui se met à suivre Poloniex, Barry Silbert, le CEO de Digital Currency Group qui suit Poloniex, les fondateurs de Matic Polygon qui suivent Poloniex, tout ça en quelques heures, hein. Poloniex c'est un exchange qui existe depuis 2014, hein, donc d'un coup vous avez toute la sphère crypto, tous les grands de la sphère crypto, CoinMarketCap, FTX, Circle, Lop, je sais pas qui c'est. Ici, pareil, CMS Holdings, CryptoKitties, Paradigm, Bitfinex, Tether, Digital Currency Group, encore une fois Sam Bankman-Fried, encore une fois le CEO de Circle, Blockstream. Pourquoi tous ces gens-là, en quelques heures de temps, hein, vous le voyez là, on parle en 7-8 heures de temps, se sont mis à suivre Poloniex? Est-ce qu'il y a une annonce qui va venir de Poloniex? Poloniex, c'était un exchange qui à un moment donné a appartenu à Circle, qui après a été racheté par Justin Sun de Tron, et qui avait été créé en 2014, et Poloniex en ce moment en ce moment, enfin en tout cas ça fait un moment, hein. Peut-être vous le retrouvez ici, ouais, donc du coup Poloniex depuis juin 2020 est défendant dans un procès qui a été intenté par Bitfinex et Tether. Et en gros, le procès dit que les parties ont participé à un schéma sophistiqué qui essayait d'utiliser une innovation disruptive, la crypto, et l'utiliser pour manipuler les marchés, etc., et faire des choses illicites. Il y a une plainte comme quoi la plateforme aurait transféré entre elles, les deux plateformes, donc Bitrex et Poloniex, transféraient entre elles des Tether qui en fait n'étaient pas backés par des US dollars entre eux. Donc je sais pas exactement, il faudrait que je creuse ici un petit peu plus. Est-ce que ce FUD peut être quelque chose qui a un lien avec Tether? Pour le moment, j'ai pas l'impression. On a un petit dépec sur Tether, mais j'ai pas l'impression qu'il soit non plus plus important. Ah si, quand même un petit peu là. Il faudrait voir ici sur un mois. Non, voilà, on est toujours au dollar, hein. Il y a aucun vrai dépeg sur Tether comme on avait pu avoir ici en novembre par exemple, où on était vraiment tombé au 98. Non, il y a pas à s'en faire, bon, voilà. Donc ça serait peut-être pas autour de Tether, peut-être une annonce, quelque chose qui est sur le point de sortir. Je sais pas trop, mais ça paraît quand même assez curieux. J'essaie de vous retrouver ici on va essayer de. N'hésitez pas à aller suivre le Twitter de la chaîne d'ailleurs, hein. Je suis pas un grand Poloniex. Poloniex, bravo. Je suis pas un grand donc ça c'est le Consumer Support. Voilà, c'est celui-ci. Alors peut-être que tous, pour le 9e anniversaire, ils voudraient bien gagner le BTC ou les 9 dollars ou l'iPhone 14. Peut-être que Barry Silbert a besoin d'un iPhone 14 comme Do Kwon et enfin c'est possible, hein, voilà. Mais en tout cas, ici le dernier tweet en date de Poloniex, c'est gardez vos yeux sur le marché, eyes on the market. Tu conseilles quoi comme exchange et wallet à quelqu'un qui veut se lancer dans les cryptos? Aujourd'hui, franchement, Kraken, il est pas dégueu. Les coûts demeurent raisonnables. Il supporte toutes sortes de fiat, de jetons. Kraken fait de la shitcoinerie maintenant depuis un moment. On peut déposer du fiat. C'est à peu près compréhensible. Ils ont une app mobile.
Et wallet, franchement, Ledger, il n'y a pas mieux. Et en web wallet, sinon, s'il n'y a pas les moyens pour un Ledger, faire un truc comme Exodus sur Windows ou Mac, qui est multi-chain, ou en prendre un qui est open source pour tout ce qui est EVM, etc., démarrer avec Frame, ou MetaMask en changeant le RPC par défaut. Mais j'ai pas de recommandation vraiment originale là-dessus. Vitalik Buterin, le fondateur de Ethereum, a introduit le concept d'adresse cachée ou invisible qui pourrait résoudre le problème de l'anonymat des utilisateurs de crypto-monnaies. Avant de revenir sur comment cela devrait fonctionner et ce que ça apporte de nouveau dans l'univers de la crypto-monnaie, posons-nous quelques questions. Vous voulez peut-être échapper au fisc, ou vous êtes un criminel ou un terroriste, vous prônez votre indépendance ou votre liberté. Alors chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas là pour juger. J'ose espérer que vous ne faites pas partie de la deuxième catégorie de personnes. Cependant, vous êtes peut-être venu dans le monde de la crypto pensant que vous seriez pleinement anonyme, et ce pour des raisons qui vous regardent. Aujourd'hui, en 2023, est-ce que vous êtes réellement anonyme dans l'univers des cryptos? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sur cette chaîne, on parle money management, investissement et crypto-monnaie. Salut les pilotes, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Edward Snowden, donc si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui travaillait à la NSA avant et qui est parti des États-Unis avec des documents confidentiels. Donc c'est un peu le symbole de la liberté d'expression, et il est assez suivi sur les réseaux également. Donc il a posté sur Twitter en fait que à partir de maintenant il allait également poster sur Nostr. Nostr, je sais pas exactement comment on prononce, mais voilà, donc en gros c'est un réseau comme Twitter mais en décentralisé. Donc tout simplement voilà, on fait des posts à l'écrit généralement, mais ça peut être aussi d'autres choses, et on n'est pas limité en fait en termes de caractères, on n'est pas limité en termes de censorship, hein, voilà, c'est exactement ce qui dit ici. C'est qu'en fait voilà, personne ne peut vous dire non, tu peux pas poster ça, ou personne ne peut supprimer un post que vous avez fait. Pour aller plus loin sur comment ça fonctionne Nostr, en fait, vous n'avez pas de site Nostr. Alors là, je suis sur nostr.com, mais c'est pas le site Nostr, en fait, c'est simplement une page qui va vous envoyer vers d'autres applications qui vont vous faciliter en fait l'accès aux posts sur Nostr. Puisque les posts sur Nostr en fait sont faits via des relais, ce qu'on appelle des relais. Donc on pourrait comparer ça un petit peu à des nodes sur la blockchain en fait, et vous allez donc poster ça sur un ou plusieurs relais. Vous pouvez également avoir votre propre relais. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'avec le développement du réseau, on a de plus en plus de relais, et donc l'information peut se transférer beaucoup plus facilement. Plus vous avez de relais, et plus c'est difficile de censurer une information ou un post, puisque plus vous avez de relais, et plus il y a de chances qu'au moins un de ces relais en fait, eh bien, accepte votre post. Visuellement, en fait, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça dépend. Vous avez plusieurs applications pour aller voir ce qui se passe sur Nostr. Ici, moi, j'ai utilisé iris.to. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, c'est simplement des posts. Et vous voyez que vous pouvez aussi booster des posts. Donc c'est un peu comme un retweet en quelque sorte. Vous pouvez également poster des réponses à d'autres personnes. Donc ici, voilà, on a UTXO qui a posté quelque chose et Snowden qui lui a répondu. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas de limitation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité en caractères. Également, pour savoir qui est qui, en fait, vous allez avoir une clé publique et une clé privée, comme sur un wallet standard. Et donc, c'est comme ça qu'on va se repérer. Et en fait, vous le voyez, sur son post, Edward Snowden, il met ici, voilà ma public key sur Nostr. Donc, c'est comme ça qu'on sait qui écrit quoi sur Nostr. Je vous mettrai en description plusieurs liens, en fait, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez également peut-être créer votre relais ou aller sur Nostr pour poster. Vous avez ici la liste des relais donc, qui sont en ligne pour le moment, et ceux qui sont pas pour le moment en ligne. Il y en a pas énormément, mais ça se développe très rapidement. Vous êtes-vous déjà fait sortir du marché alors que votre biais était correct? L'actif était haussier et vous avez décidé d'entrer sur le marché. Mais juste avant que votre investissement s'apprécie, votre stop de protection a été exécuté, détruisant par la même occasion tout espoir de profit. Si vous êtes un investisseur avec un peu d'expérience ou un trader, vous savez probablement de quoi je parle. Pour les plus novices d'entre vous, cela tombe bien, au moins vous n'aurez pas de mauvaises habitudes. Ce sentiment d'angoisse, comme si quelqu'un était derrière vous scrutant vos moindres mouvements, est pourtant bien réel. Le marché est régi par des comportements mimétiques. Ainsi, votre approche du marché au niveau individuel est très probablement la même que beaucoup d'autres acteurs.
Mais ne vous en faites pas, vous n'êtes pas le seul à être chassé. Bank of America, HSBC, Goldman Sachs ou encore BNP Paribas, tous ces noms vous disent sûrement quelque chose. Et pourtant, il y a une chose que vous ne savez pas. C'est la smart money, littéralement l'argent intelligent. Leur influence sur les marchés financiers est écrasante. Ce sont eux qui dictent les règles, ceux pour qui le marché n'est qu'un grand terrain de jeu. Et vous, petit investisseur, vous êtes synonyme d'une chose, liquidité. Pas de panique, nous allons vous apprendre ce qu'est la smart money et la dumb money. Nous allons également expliquer la façon dont ces institutions prennent leur position et cherchent ainsi à récupérer votre argent. Vous ferez connaissance avec une légende de la finance, Richard D. Wyckoff. Enfin, vous comprendrez l'omniprésence de la smart money, même dans les médias. Est-ce que Jérôme Powell sera notre ami demain après-midi ou est-ce que Monsieur Jérôme Powell va continuer à être le méchant dans l'histoire et continuer à nous mettre dans une situation extrêmement compliquée? Pour l'instant, si on devait imager un petit peu ce qu'on voit dans les marchés financiers, bon, hier on a corrigé un petit peu, mais pour l'instant, si on regarde par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on voit de l'économie, par rapport aux espoirs que le marché porte et par rapport à ce que la Fed pourrait nous annoncer demain, on est un peu dans la situation du coyote. Vous savez, dans le dessin animé, vous avez le Roadrunner et le coyote. Ben nous, on est un peu le coyote. Alors pour l'instant, on est sorti du virage. On est en train de courir dans le vide. Alors la question de savoir, c'est est-ce qu'on va se rendre compte qu'on est au-dessus du vide et qu'on va tomber ou est-ce qu'on va réussir à revenir sur la route et continuer avec la Fed qui sera soudainement devenue notre ami? Donc c'est la grande question à laquelle on va devoir répondre ces prochaines heures. Alors forcément, il faut ajuster les positions. Alors l'ajustement de position, c'est le gros truc quand même où on aime bien. On aime bien dire ouais, j'ajuste les positions. Ça veut juste dire qu'on réduit les risques et puis qu'on se dit on a quand même bien gagné sur certaines positions, donc on va pas être plus royaliste que le roi non plus. Le dollar index en cas de cassure des 102,6 points ici sur le contrat futur, on aurait possiblement une poussée au moins, je dirais, au-dessus des 103,3 points pour aller chercher la zone de rechargement de short. Et là, on pourrait se faire rejeter. C'est toujours baissier pour faire un nouveau plus bas. Donc, ce move met en PLS Bitcoin, S&P, le Gold. Et ce move ici les remet dans le droit chemin, ce qui fait que les 20 300 de Bitcoin, c'est ça. Là, on a tous nos creux, ils pètent, on maintient ici et on pousse plus haut derrière. Ok ? Et donc, ça correspond à ce move ici du dollar index. Ok ? Par contre, si le dollar index il commence à faire des breakouts as reverse, là, le Bitcoin et le S&P passeront probablement dans des trends baissiers et on aura une invalidation, c'est-à-dire qu'on aura cassé très très probablement les 20 300 $ du BTC et donc tous les rebonds ont probablement des objectifs de vente pour accompagner le trend, donc plutôt des recherches de short. Ok ? Alors, au niveau très intéressant aussi, donc on n'oublie pas que l'SP500 il a break une trendline long terme. Là, il y a deux solutions, d'accord ? Première solution, c'est bon, il continue son rallye tranquillement et il est parti pour plusieurs semaines, plusieurs mois de hausse ou en tout cas une petite tendance haussière légère. Ça, c'est bien, voilà. Deuxième solution, réintègre. Et là, c'est reparti pour le bear market. Bear market ou bear market, tu l'appelles comme tu veux. Et donc là, ça sera moche. Si après il fait ça, il pète les niveaux, là, vraiment, ça sera pour le Bitcoin pareil, l'éclatage total pour tout le monde. On fait attention parce que ce qui est magnifique, c'est que le VIX, il a rebondi dans la trendline long terme et là, qui est là depuis le avril 2022. C'est splendide, le VIX a rebondi. Donc là, l'SP500, il aime pas trop ça. Le move qui a éclaté sa trendline vers le bas. Donc attention, sur le marché obligataire, il va se passer 2-3 petits trucs. Le graphique en données hebdomadaires. Alors, peut-on faire la comparaison avec 2019 ? D'un point de vue du RSI, oui. Vous savez, ça je vous l'ai déjà montré, les divergences commencent et terminent tout. La divergence baissière a terminé la hausse ici en 2019, la divergence baissière a terminé la hausse en 2021, et la divergence haussière a terminé la baisse, eh bien ici, il y avait un bel exemple en février 2019, et donc là, on a dépassé 50 sur le RSI hebdo. Alors on pourrait faire, nous serions en pause comme ici. Vous voyez, des petites bougies, Bon, effectivement, d'un point de vue technique, en fait, bon, en gros, mais je vais venir dans un instant graphique court terme. On peut retracer à 21 000. Pour moi, ce qui entérinerait l'échec du rebond, ce qui lui donnerait le statut de dead cat bounce, le rebond du chat mort, serait de combler le gap à 20 000 $ et de repasser en dessous. Là, c'est fini. Alors, mais je vais même serrer davantage le stop de protection. En ce qui me concerne, j'estime que pour rester haussier,
on peut s'autoriser, le marché peut s'autoriser au grand maximum un retracement à 21 000, 21 200. Au grand maximum. En dessous, ça sent pas bon. Voilà, donc avec les fondamentaux de cette semaine, une vol à 21 000, si ça tient, on peut aller à 25, voire 28. On brise 21, c'est fini. Mais c'était que mon humble avis, et le marché fait toujours ce qu'il veut. Et en mensuel, on va voir notre bougie verte qui a se clôturer là pour le mois de janvier. C'est très très bien là ce qu'on a en janvier. Et on voit qu'on a une nouvelle dynamique là qui se met en place. Parce que vous voyez que depuis juillet, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, donc durant 6 mois, les 6 derniers mois, on a eu des bougies qui avaient aucune tendance en fait. On n'avait pas de réelle tendance haussière ou baissière, c'était plutôt baissier. Mais vous voyez, c'était des bougies qui n'étaient pas dans un changement de tendance. C'est-à-dire que la bougie qu'on a eue en juillet et même ici en octobre, les bougies vertes, étaient beaucoup trop petites, pas assez conséquentes pour favoriser un changement de tendance. Alors que là, par contre, cette bougie de break ici qu'on a au mois de janvier, elle est plus pertinente. Vous voyez, ça me fait penser un peu à 2019. Vous voyez, on avait quelques bougies vertes, mais il n'y avait rien d'intéressant. Et là, par contre, dès qu'on a commencé à casser ici au mois d'avril, là, on a eu un réel retournement de tendance. Donc voilà, je trouve ça intéressant en weekly et aussi en mensuel. Et là, c'est très intéressant, regardez. Et je vous montrerai sur le graphique du Bitcoin aussi ce que je pense. C'est que c'est un espèce d'index qui s'appelle On-Chain PNL Index. Donc, c'est vraiment des informations on-chain, donc sur la blockchain directement. Et on voit une espèce de croisement entre une moyenne mobile et un graphe. Et ce qui se passe, c'est que ce crossover, en général, indique le retour d'un bull market. Et la dernière fois qu'il y a eu ça, c'était en 2019, où il y avait eu le début du bull market, souvenez-vous. Et de la même manière, en 2015, à l'issue du bear market de 2013-2014, boum, ça avait croisé, et c'était le retour du bull market. Je ne parlerai pas de bull market aujourd'hui, mais c'est un bon indicateur à prendre en considération aussi. Dans sa globalité, le Bitcoin domine ce marché des cryptos. En tout cas, performe un petit peu plus que les altcoins, ce qui fait que nous avons une altcoin dominance qui continue sur sa perspective de chute. Ce qui est plutôt très très bien si vous avez réussi à accumuler du Bitcoin pendant cette hausse que l'on avait étudiée sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient dans une zone de rechargement. En tout cas, on est en train de la réintégrer. Donc, nous allons revenir sur une zone très intéressante pour, a priori, accumuler de nouveau des altcoins, soit avec du Bitcoin, soit avec du dollar. Mais le graphique nous montre ici que c'est assez intéressant de le faire avec du Bitcoin. Parce que si on regarde simplement la capitalisation totale des altcoins, donc on regarde les performances des altcoins tout simplement, regardez, on va se mettre ici sur Total 2, on observe que depuis donc le 26 décembre 2022, on va dire vraiment, ça a vraiment débuté, première semaine 2023, et bien les altcoins ont également pris de la valeur par rapport au dollar, comme le Bitcoin, mais ils ont pris moins de valeur que le Bitcoin. C'est pour ça que c'est intéressant de les acheter avec des Bitcoins. Je sais pas si vous me suivez, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, acheter aujourd'hui des cryptos avec des dollars ou des euros, pourquoi pas, pour du long terme, ça risque d'être quand même très intéressant. On le voit sur le graphique, on a eu cette chute par rapport au sommet de novembre 2021 et maintenant on est quand même toujours à moins 67%. On a touché les moins 76 ici en capitalisation sur les altcoins. Donc ça reste pour du long terme probablement intéressant. Par contre, si on zoome un petit peu, qu'on se met ici en daily, regardez, donc chaque bougie représente une journée, vous voyez que là, sur du court terme, on est beaucoup moins sûr de notre coup. Regardez sur le court terme, voilà. Donc c'est pour ça que sur la chaîne, j'essaye au fur et à mesure de vous parler de l'altcoin dominance, c'est-à-dire de la façon dont se comportent les altcoins, c'est-à-dire toutes les cryptos par rapport au Bitcoin, pour essayer d'identifier le moment où c'est plus intéressant d'avoir du Bitcoin ou des altcoins dans le portefeuille. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire, pour le moment, vous voyez, c'est monté moins haut que le Bitcoin. En hebdomadaire, on est revenu déjà aujourd'hui sur la Kijun hebdomadaire. Donc pour le moment, elle est en support. Il va falloir voir si ce support tient ou pas. Vous voyez que la lagging span est sous les prix, donc c'est pas positif du tout ça. On peut descendre. Alors on a ce support ici à 1523 et si ce niveau-là casse, à ce moment-là, on aura 1416. Par contre, si ce niveau-là tient, à ce moment-là, on peut envisager à nouveau de la hausse, même réflexion, on a un nuage qui est très épais, donc il va falloir le traverser. Cette semaine, j'ai également testé un métaverse d'une grande marque de biscuits, l'Oreoverse. Je pense que là, on a vraiment un gros problème sur la définition du mot. C'est très compliqué d'avoir une définition claire et précise de ce qu'est un métaverse, mais je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet pour savoir ce que j'en pense. Mais pour moi, l'Oreoverse, c'est clairement pas un métaverse. Le problème, c'est que plein de sites de soi-disant journalisme le qualifient comme tel, mais les gars, j'ai testé et c'est vraiment éclaté. Ils essaient de surfer sur la vague
pour promouvoir leur nouveau biscuit, mais il faut vraiment se renseigner avant de se lancer. En gros, vous voyez les images, mais c'est un petit monde modélisé en 3D un peu dégueu avec des mini-jeux à faire. Déjà au niveau des touches et de la gestion de la caméra, le dev de ce jeu c'est clairement un mec qui a jamais joué aux jeux vidéo. Vous allez vous en rendre compte au bout de 5 minutes. Ensuite, bon, les mini-jeux ça passe, mais c'est vraiment ultra simple, donc probablement pour les enfants. Mais le pire c'est qu'ils appâtent le joueur avec 50K à gagner. Je me suis dit, bon, ils tentent le coup, ils veulent s'amuser un peu avec la blockchain pour avancer doucement vers le futur. Pas du tout. Ils te proposent de rentrer ton mail et de rentrer toutes tes informations comme un jeu concours que tu trouves en allant faire tes courses au Carrefour du coin. C'est vraiment contre-productif et prouve qu'ils ont rien compris au délire de Metaverse. L'expérience peut être faite en VR avec un casque, donc c'est peut-être un poil mieux, mais sur navigateur, ça a très peu d'intérêt, à part faire passer le concept de Metaverse pour un truc ridicule aux yeux du grand public. Le projet Ordinals, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'arrivée des NFT sur la blockchain Bitcoin. Mais vraiment sur la blockchain Bitcoin. En fait, si vous voulez, c'est une technologie qui a été imaginée par, entre autres, Vitalik Buterin, le cofondateur de TH, et puis aussi d'autres mecs. Dernièrement, en fait, ça a été mis en application là le 21 janvier. Donc c'est tout récent. Donc en fait, c'est monsieur, comment il s'appelle ? C'est l'ingénieur logiciel qui s'appelle donc Kazé Rodarmor qui a mis ça en place. Donc le 21 janvier. Et en fait, ça dit quoi ? En fait, ça vise à utiliser l'espace qui est dans les blocs pour héberger du contenu type NFT. Donc ça peut être des images, ça peut être de la musique, ça peut être de la vidéo, peu importe, comme un NFT. En fait, apparemment, dans chaque Satoshi, on pourrait référencer chaque Satoshi. Donc un Satoshi, c'est la plus petite unité en fait possible de Bitcoin. Ça correspond, je sais plus, à 100 millions, enfin je sais plus, bref. Donc en gros, c'est comme si vous disiez, bah voilà, pour ce bloc-là, il y a tant de Satoshi. Ce Satoshi-là, qui est le premier, du coup, il est plus rare. Il y aurait aussi des degrés de qualité, en fait, des degrés de rareté. Et en fait, dans chacun, en fait, on pourrait du coup héberger en fait des NFT. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en fait, tous les maximalistes du Bitcoin sont en train de s'arracher les cheveux. Alors, pour ceux qui en ont, bien sûr. Moi, je suis pas maximaliste. Mais le truc, c'est qu'en fait, ça irait à l'encontre un peu de la mentalité cypherpunk, de la décentralisation et tout ça, parce que du coup, en fait, ça équivalerait, bref, vous m'avez compris. Ça voudrait dire que, en fait, les blocs ne seraient plus égaux. Et les Satoshi dans les blocs ne seraient plus égaux non plus. Et du coup, ils ont peur en fait que ça pervertisse le truc. Donc là, il y a tout le monde qui en parle. Alors, je sais pas trop ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Moi, j'ai envie de dire que si c'est possible, le code is low. Donc si c'est possible, ils ont raison de le faire. Par contre, oui, ça risque de surcharger entre guillemets la blockchain avec des trucs de merde parce que du coup, n'importe qui en fait peut incruster un NFT tout pérave. Apparemment, jusqu'à présent, il y aurait environ 300 NFT, sachant que pour faire un NFT dessus, c'est quand même très compliqué. Il faut posséder un nœud Bitcoin, il faut télécharger des trucs et tout. Enfin, c'est vraiment la galère. C'est pas à la portée de tout le monde. Pour l'instant, en plus, il n'y a pas de système pour filer les NFT en fait. Donc, il faudrait pouvoir contacter un mec pour après récupérer son adresse et tout, lui envoyer le truc et tout. Enfin, c'est compliqué. Donc, il y a sûrement un business à prendre en tout cas, ce qui est sûr. Si jamais ça vous intéresse, il y a pas mal d'articles qui ont été faits, mais moi, j'ai adoré la vidéo de Crypto Flash qui résume vraiment tout en 10 minutes. Vous avez toute l'histoire en fait de ce fameux projet Ordinals qui du coup porte à polémique. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ça m'intéresse de savoir, en tout cas moi je vais suivre le projet et ça m'intéresse de savoir vous ce que vous en pensez en fait. Est-ce que ça va à l'encontre du Bitcoin, de la mentalité Bitcoin? Est-ce que c'est une bonne chose? Voilà, il faut voir. Et enfin, dernier petit tweet, donc c'est Sorare qui annonce un partenariat d'exclusivité avec la Première Ligue de football. Donc ça c'est vraiment énormissime, bravo à eux. Franchement une très très belle entreprise Web3 100% française qui continue de se développer donc sur le secteur des cartes à collectionner. Dans le sport, ils ont la NBA, ils ont du baseball américain, ils ont la Ligue 1, ils ont la Serie A si je dis pas de bêtises aussi. J'ai pas envie de dire trop de bêtises, mais en tout cas voilà, ils deviennent de plus en plus gros. Et là c'est clair que le partenariat avec la Première Ligue, ça fait encore un gros groupe. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.